Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui on est avec Nicolas Bourdin. Salut Nico, ça va ? Salut, très bien. Bon alors c'est pas facile pour moi d'avoir un regard parfaitement objectif pour te présenter. Nico, c'est un secret pour personne, on est amis, mais t'as été aussi pendant 7 ans mon directeur général et depuis 7 ans, advisor et investisseur de la boîte que j'ai créée avec Thibaut en 2014. T'es passé dans l'audit, dans le conseil, t'as fait beaucoup de choses, un exit en 2014, t'es parti vivre avec femme et enfants à San Francisco, tu as monté une start-up tech là-bas, t'es revenu depuis 3 ans. Aujourd'hui, t'évolues dans le monde de la transition écologique. Pour moi, t'incarnes des valeurs qui sont extrêmement fortes. Et si je devais en citer 3, je dirais la confiance, le respect et l'amour. Lucie et moi avons une montagne de questions à te poser sur ton parcours, tes choix, tes succès, tes galères. On est ravis que t'aies répondu favorablement à notre invitation. Pour moi, Nico, t'as été un tipping point. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de te le dire. Mais avant d'explorer tes tipping points, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Merci, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là avec vous. C'est un exercice qui est nouveau pour moi, donc je suis ravi de le partager avec des gens que j'apprécie. Donc j'ai 43 ans, je suis marié depuis 20 ans maintenant, père de 4 enfants, de 16 à 6 ans, 2 garçons et 2 filles. Je suis installé à Aix-en-Provence, je suis multi-entrepreneur puisque j'ai créé ma première entreprise en 2007. Je suis ensuite parti à San Francisco pour créer une deuxième entreprise. Et puis, je suis revenu en France pour créer la troisième. Et en parallèle de ça, j'ai un rôle effectivement de business angel. J'accompagne un certain nombre de startups. Ce qui m'intéresse dans la startup, c'est pas la dimension technique, c'est l'accompagnement du ou des dirigeants sur la solitude du dirigeant, sur la manière dont il existe en fait à l'intérieur même de son entreprise. Voilà, j'ai créé donc en 2017 une société qui s'appelle Ogaya, qui est une société de conseil en ingénierie dédiée à la transition écologique dans le secteur des infrastructures. Et j'ai envie de me servir de l'expérience que j'ai eue depuis un certain nombre d'années au service de la planète parce que c'est un sujet qui est absolument fondamental pour moi. Et je suis absolument convaincu que on n'a pas besoin de choisir entre sauver la planète ou monter un projet qui soit économiquement viable ou sociétalement sain, qu'on peut en fait aligner ces 3 valeurs. Voilà, et j'ai envie de le prouver à travers Ogaya. Donc Ogaya est au service des infrastructures. Pourquoi les infrastructures ? Parce que c'est un environnement qui a un impact considérable sur l'écologie, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur les questions de dérèglement climatique, que ce soit sur la pollution également. Et pour autant, on aura toujours besoin, si on veut continuer à exister en tant qu'être humain, des infrastructures, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient pour se loger, qu'elles soient pour se déplacer, ou qu'elles soient tout simplement pour pouvoir avoir de l'énergie, de l'eau, ou des moyens de communication. Comment t'en es arrivé là ? Alors c'est un cheminement qui est perpétuel, qui est long. Je sais pas par où je peux commencer. Peut-être que je peux commencer par parler de mon histoire personnelle, puisque je pense que ce qui nous construit en tant que personne ou même en tant que dirigeant ou en tant que leader, c'est d'abord nos racines. Je suis moi-même issu d'une famille de 4 enfants. J'ai grandi dans un petit village à côté d'Amiens, donc pas très loin de là où Emmanuel Macron a lui-même grandi. Malheureusement, on ne s'est pas connu à l'époque. Et en fait, j'ai grandi dans un univers assez particulier
J'ai découvert plus tard en réalité que j'avais eu une enfance qui était très particulière pour un certain nombre de raisons. La première chose, c'est que j'ai grandi en communauté. Donc j'ai vécu dans un lieu où mes parents avaient acheté un terrain commun avec 3 autres familles. Et donc j'ai grandi avec beaucoup d'enfants autour, beaucoup d'autonomie, et le fait que en fait la notion finalement de groupe, à la fois de groupe d'enfants, mais de groupe d'adultes également, faisait partie de mon environnement. La deuxième particularité, c'est que j'ai des parents en fait qui travaillent dans le développement personnel depuis maintenant 40 ans. Ils ont été précurseurs dans l'univers de la santé alternative. Ils ont monté un centre de santé holistique qui s'appelle la Chrysalide dès 1980, donc ça fait plus de 40 ans maintenant. Et il se trouve que ce centre en fait a été construit 20 mètres à 20 mètres de la maison. Donc en fait, l'univers de travail de mes parents a complètement envahi notre vie personnelle. Et cette vision de santé holistique, en quoi ça consiste ? Ça consiste à considérer l'être humain dans toutes ses dimensions, sa dimension physique, mais aussi sa dimension émotionnelle et sa dimension mentale ou spirituelle. Et à l'époque, ils passaient pour des fous, pour dire les choses comme elles sont, on passait pour une espèce de secte. Moi, ça a développé mon sens de l'humour, puisque soit à un moment donné, on se fait détruire par la réputation, soit on développe un sens de la dérision par rapport au sujet. Mais surtout, ça a développé chez moi une vision de l'être humain et de son rapport au monde qui était particulière. La première particularité, c'est que, comme je le disais, on est multidimensionnel. Donc on n'est pas uniquement un corps. On n'est pas uniquement un cerveau sur pattes. On a une dimension physique, donc on est matière. On a une dimension émotionnelle qui est importante. On a une dimension intellectuelle, cérébrale, et on a un rapport aussi à quelque chose de plus grand que nous, une dimension spirituelle qui me semble absolument fondamentale. La deuxième chose que j'ai appris à travers ça, donc mes parents en fait travaillaient avec des outils issus de la médecine orientale, donc la médecine chinoise notamment, et la médecine chinoise travaille beaucoup avec l'énergétique. Donc on est énergie avant d'être matière. Et la deuxième chose, c'est que elle travaille beaucoup sur une dimension d'hologramme. Concrètement, chaque partie de notre corps est une représentation du tout. Et si on va un peu plus loin sur cette vision-là, fondamentalement, on pourrait considérer que si chaque partie de notre corps est une représentation du tout, peut-être que nous-mêmes sommes une représentation de notre planète, voire même de l'univers, pourquoi pas. Voilà. Et donc ça signifie quoi ? Ça signifie que la première chose à faire à un moment donné, si on veut transformer le monde, si on veut impacter le monde, c'est d'abord d'être soi-même aligné avec qui on est, avec ses valeurs, et puis de chercher en permanence à progresser soi-même. Voilà, ça c'est la deuxième chose qui m'a construit en tant que personne très tôt. Et la troisième chose, j'ai eu la chance en fait très jeune d'aller dans une école Freinet. Il se trouve que dans mon village il y avait une école, et il se trouve que cette école était avec un système d'éducation Freinet. Freinet est assez proche du système Montessori. Donc le système Montessori est un système où en fait vous avez un cadre très clair avec des règles du jeu très claires, mais à l'intérieur duquel vous avez une grande autonomie dès 3 ans. Et Freinet a ajouté au modèle Montessori un modèle où en fait vous avez une coopérative à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire que dès 6 ans, on avait entre 6 et 11 ans, en fait, on avait un groupe avec un président, un directeur, un trésorier et un secrétaire, et on décidait des grands projets qui allaient animer l'école. Je vous donne un exemple assez concret. On avait voulu, par exemple, pour l'école, monter un potager à l'époque. Donc j'avais 8 ans. Et on s'est dit, pour monter un potager, il faut de l'argent. Donc comment on gagne de l'argent ? Qui avait voulu monter le potager ? Les élèves ? Enfants. Ouais. Nous-mêmes, on avait voulu, en fait, on était allé voir en fait une ferme. Et on avait regardé comment se passait une ferme et comment on pouvait faire pousser des légumes. Et donc on avait eu envie de faire ça dans notre école. Et s'est posé la question de comment on fait. Donc comment on fait et surtout comment on le finance. Comment on achète les graines, comment on achète le matériel pour pouvoir faire pousser.
Et puis, on s'est réunis donc avec ce bureau et avec tous les élèves. Et en fait, on a réfléchi et on a monté un projet de lavage de voiture et où les parents en fait venaient faire laver leur voiture. Pendant ce temps-là, on leur offrait le café, le thé, le chocolat à l'intérieur. Évidemment, on vendait tout ça. Et derrière, on a pu récolter l'argent qui nous a permis d'acheter les éléments pour monter ce projet. Donc en fait, j'ai grandi très tôt sur un modèle où on était non pas des enfants mais de jeunes adultes avec une responsabilité et avec la possibilité d'avoir des projets qui nous tenaient à cœur et d'avoir l'autonomie et la responsabilité de trouver les moyens de faire en sorte que ces projets aboutissent. Et c'est très entrepreneurial aussi. Absolument. Tout de suite, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que moi, entre le travail de mes parents, qui en plus travaillaient 7 jours sur 7, parce que sur l'accompagnement de la santé, très souvent, les gens sont disponibles plutôt le week-end. Moi, je les ai vus travailler 7 jours sur 7 toute leur vie. Et en fait, pas travailler, mais en fait, s'épanouir à travers leur responsabilité professionnelle. Et entre mon école et effectivement l'expérience de mes parents, moi, j'ai vécu dans un univers où l'entrepreneuriat était une évidence. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est l'étape 1. Et donc, j'ai grandi en fait avec ça, avec la certitude que ce modèle-là était le même pour tous. En fait, c'est-à-dire que pour moi, c'était un univers qui était parfaitement normal. Alors, on n'avait pas la télévision non plus, donc en fait, on passait beaucoup de temps dehors. Donc moi, j'ai passé énormément de temps à l'extérieur. J'ai lu beaucoup. Et c'est pareil, pour moi, tout ça était absolument normal. Je n'ai pas souffert de l'absence de télévision. J'ai eu énormément d'amis à l'extérieur. J'ai fait énormément de sport. J'ai vécu dans la nature, pour revenir sur le projet actuel. J'étais au cœur derrière moi, il y avait des vaches, devant, il y avait la forêt. Donc j'ai eu ce lien également à la nature très fort. Je faisais beaucoup de vélo, donc je partais beaucoup à l'extérieur. Et donc, je pense que tout ça a construit des racines importantes. Et je reviendrai aussi sur un point très important dans ce qui m'a construit, c'est que mes parents sont toujours ensemble. Mes parents s'aimaient énormément et s'aiment encore énormément. Et j'ai toujours vu des marques d'affection et d'amour entre mes parents. Et le sujet que ce soit le sujet de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la sexualité, sont des sujets qui n'ont jamais été tabous dans ma famille. Donc, voilà. Et autre élément également, mais il se trouve que mon père a failli être prêtre. Il a rencontré ma mère entre deux, donc ça ne s'est pas fait, et tant mieux, sinon je ne serais pas là. Mais voilà, mon père a failli être prêtre. Donc la religion catholique a été très présente chez nous. Elle a disparu au fur et à mesure, mais elle a laissé une place à une spiritualité qui était très forte. Mais la notion de spiritualité est restée également très forte dans notre famille. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont tabous dans notre société actuelle, que ce soit la religion ou la spiritualité, que ce soit l'amour ou la sexualité, que ce soit la santé alternative, sont des sujets qui en fait ont été très tôt dans ma vie et n'ont jamais été source ni de conflit ni de tension chez moi. Voilà. Et en fait, tous ces éléments-là, je pense qu'on construit une très grande confiance en moi, une vision très positive du monde, très optimiste. Je suis quelqu'un de très gai, pas dans le sens homosexuel du terme, mais très joyeux. Et je pense que c'est vraiment dû à mon histoire, à mon début de vie. Tu disais, là, t'es resté combien de temps dans cet environnement freiné ? Je suis resté jusqu'à la 6e, donc de la petite section au CM2. Et comment tu vis alors entre guillemets le retour à la réalité, ou en tout cas à la dure réalité ? Comment tu passes d'un environnement freiné à un environnement peut-être plus traditionnel ? Alors c'est intéressant parce que quand à la fin du CM2, je m'en souviens très bien, à la fin du CM2, on m'a dit, tu sais, tu vas rentrer dans la grande école. Moi, j'attendais ça avec impatience. Je me suis dit, punaise, on va aller dans la grande école. Et en arrivant dans la grande école classique, j'ai eu une sensation de régression terrible. C'est-à-dire que là où on nous prenait pour de jeunes adultes dans mon école précédente, j'ai eu d'un seul coup le sentiment qu'en fait, il y avait une séparation totale entre
l'univers des professeurs qui avaient quelque chose à nous transmettre, des choses à nous transmettre, et l'univers des enfants qui n'avaient qu'une chose à faire, c'est apprendre et à se taire. Voilà. Alors ça a duré assez peu de temps parce qu'en réalité, les professeurs sont demandeurs de relations intelligentes avec leurs élèves. Et moi, je supportais pas cette relation qui nous a été imposée dès le début. Donc très vite, je me suis mis plutôt devant en classe. Et deuxièmement, j'ai très vite créé des liens avec mes professeurs. Soit pour poser des questions, pour m'intéresser à ce qu'ils faisaient, pour demander des choses sur lesquelles j'avais pas compris. Et en fait, cette relation-là a énormément plu à mes professeurs. Donc j'ai en fait grandi dans un collège et un lycée public où très vite j'ai été apprécié et où même si j'étais pas le meilleur des élèves, en fait dans les relations que je créais, c'était des relations d'adulte à adulte et non pas de professeur à élève ou d'adulte à enfant, quoi. Voilà. Et quelque part, tu réussis à transformer ça. Je pense que Romain ne te pose pas la question par hasard parce que toi aussi, si je dis pas de bêtises, t'es passé du système freiné. Ça a été hyper violent. Et ça a été hyper violent. C'est-à-dire pas la même que chose. tu passes d'un système, effectivement, comme tu le dis, où il y a un cadre et des règles qui sont assez strictes, mais une grande capacité, un grand degré de liberté à naviguer là-dedans. Ouais. T'arrives le lundi matin, tu commences par 2 heures de sport, ensuite t'as devoir sur table, et puis après t'enchaînes 1 heure de maths, 1 heure d'histoire géo. J'ai jamais compris pourquoi, en fait. Je trouvais ça complètement idiot de commencer par 2 heures de sport le lundi, être explosé à 10h30 et faire un devoir de français, quoi. Ouais. Et moi, je crois que j'ai pas eu cette intelligence-là que de me dire, je vais me mettre devant. Je suis plutôt resté derrière en me disant, c'est quoi, au moins derrière, toi, tu t'es rebellé, pas. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, bah on a vécu des choses similaires, mais ouais, moi j'ai réagi en me disant moi j'avais profondément besoin d'être aimé, donc je me suis dit je vais faire en sorte qu'il m'adore, et puis ça s'est bien passé. Donc terminale, et après tu fais quoi? Donc je pose la question, je connais un peu l'histoire. Ouais, donc collège, lycée, très classique, école publique, mixité avec une mixité en fait très limitée parce qu'en réalité, comme mes parents sont médecins. Dans le monde du public, on sait quand même faire la différence entre des enfants de médecins et de profs et les autres. Donc, je grandis dans une classe de la 6e à la terminale, quasiment, avec les mêmes élèves qui sont tous des fils de profs et de médecins. Donc, que des bons élèves. Et puis, du coup, donc, je suis en univers public. Donc, pendant les récréations, je vais faire l'abruti avec les délinquants notoires. Et puis pendant les cours, je suis un élève très gentil, très sérieux devant, toujours avec des notes qui permettent de passer à l'étage au-dessus sans travailler, et du coup de continuer à m'amuser et chez moi et voilà. Mais voilà, ça c'est la partie collège-lycée, donc période extrêmement agréable de ma vie. Et après le lycée, je pars faire une école de commerce. Donc je pars faire une prépa. Je pars faire une prépa en fait à l'époque HEC parce que comme je savais pas quoi faire, je me dis que c'est sûrement la formation qui est encore la plus ouverte. Donc je fais une prépa HEC très très classique. Je fais la première année à Amiens et puis j'ai un ami qui me dit non mais Amiens c'est pas bien, vas-y viens on va aller à Paris. Donc je dis bon, je suis. Et puis je suis pris dans une prépa à Paris en 2e année où c'est une prépa en fait qui récupère que les enfants qui ont été virés des bonnes prépas, et pour la première fois ils voient des élèves qui sont motivés pour venir les rejoindre, donc ils nous disent bienvenue. Et puis j'ai une chance, c'est qu'en fait je passe d'une prépa dans un univers public amiénois de gauche à un univers, je vais à Sainte-Croix-de-Neuilly, donc à un univers privé de droite catholique. Et du coup, notamment, j'ai des cours de géographie ou d'histoire qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et du coup, j'ai des cours fabuleux parce que finalement, je peux faire la thèse, antithèse, synthèse au moment des examens de manière hyper entre l'année hyper 1 ouverte, et l'année 2. Ouais. Alors, entre l'année 1 et l'année 2. Donc voilà, donc je fais une prépa, je suis assez doué en maths, donc ça se passe bien. Et donc, je suis pris à l'ESCP à Paris. Et à l'époque, je suis déjà avec ma femme actuelle, donc on s'est rencontrés à 17 ans. Et puis, j'ai la chance de
de la voir faire elle aussi des études en fait à Paris. Donc on se retrouve au même endroit et on a la chance d'une part d'arriver au même endroit et d'autre part de commencer à vivre ensemble. Je fais le SCP, là je découvre que ma vision du monde n'a rien à voir avec la vision traditionnelle. Comme j'ai vécu dans un monde où c'était plutôt le médical qui l'emportait, le monde de l'entreprise, je ne le connaissais absolument pas. Là, je découvre des choses qui sont totalement nouvelles pour moi. Donc, j'ai vraiment l'impression de m'ouvrir à un nouveau monde. Moi qui viens aussi d'un petit village, j'arrive à Paris. Enfin bref, il y a tout un tas de transformations, comme certainement plein de personnes le vivent. Et je le vis, moi, comme une aventure et comme une expérience. Et puis, je crois que j'ai toujours été très ambitieux dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie d'aller beaucoup plus loin et de voir les choses en grand. Et finalement, plutôt que d'en avoir peur, ça me plaît, ce qui est nouveau là. Et puis deux, je me dis, mais finalement, ça n'est que le début peut-être d'une grande aventure, de nouvelles découvertes et de plein de choses. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui en fait a déjà voyagé. C'est-à-dire que moi, j'étais jamais sorti beaucoup de mon village natal. Et en fait, elle avait déjà vécu au Canada. Elle était partie faire un stage à Dallas, etc. Elle parlait anglais. Moi, j'étais catastrophique en langue. Et puis, elle m'invite à la suivre sur une expérience professionnelle pendant qu'on est à l'école. Premier stage, en fait, à l'étranger, à Dallas. Et puis, avant ça, même, d'ailleurs, elle fait une année de jeune fille au pair avant qu'on arrive à Paris. Et donc, je suis contraint, moi, d'aller la voir à Londres. Contraint. Oui, parce que c'était une vraie aventure pour moi. J'allais loin. Et puis, comme je parlais très mal anglais, alors que j'étais plutôt... je parlais beaucoup en français. En anglais, d'un seul coup, je me tais. Donc, je passe pour un débile profond chez les Anglais. Ils se disent, mais comment Mathilde, aussi intelligente, peut se traîner un abruti pareil qui ne sait pas s'habiller, qui ne connaît rien au code de la bonne éducation, qui se comporte n'importe comment et qui en plus ne sait pas aligner 3 mots. Voilà, et donc je fais ce magnifique effet en Angleterre et je fais le même effet à Dallas, au Texas, où la famille se précipite pour écrire à l'époque à mon amoureuse en lui disant mais il faut surtout que tu quittes ce garçon qui n'est pas pour toi. Bref, donc ça, ce sont mes premières expériences internationales. Et en fait, je me dis, je ne suis pas un enfant du monde. Ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que, en fait, j'ai une vision très limitée du monde. Et donc, je me dis, il faut absolument que je voyage. Je dois m'ouvrir à l'extérieur. Je dois aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et donc, dès la sortie d'école, je postule pour un VIE. Et je pars 2 ans à Shanghai. Je me marie juste avant, donc je me marie à la sortie des études. Et puis, on part avec ma femme à Shanghai, où je vais travailler 2 ans pour Alcatel, en contrôle de gestion. À l'époque, le contrôle de gestion, moi qui suis plutôt un créatif, le contrôle, c'est l'antithèse de ce que je suis. Évidemment, c'est le bon endroit, là. Voilà, c'est ça. Là, je suis au bon endroit. Alors, je reviens un peu en arrière, quand même. Alcatel c'est pas une société idiote. Il se trouve qu'ils me prennent parce que 1, j'ai quand même fait une bonne école de commerce, et 2, en fait, il se trouve que j'ai eu un formidable stage pendant une année de césure chez Deloitte, où j'ai passé 9 mois, dont 7 mois en disposition, puisque personne ne voulait me faire travailler tellement j'étais mauvais. Mais sur le CV, ça n'apparaît pas, ça. C'est-à-dire que quand vous passez votre temps à faire des jeux vidéo avec des copains qui sont aussi mauvais que vous, parce que globalement, personne ne veut vous faire travailler sur les projets, vous ne le mettez pas dans votre CV. Donc vous mettez que vous avez fait 9 mois chez Deloitte, et donc... Cabinet très reconnu. Voilà, excellente référence, et donc les gens se disent, ce garçon ne peut pas être mauvais. On va l'envoyer en Chine. La bonne pioche Alcatel. Voilà, exactement. Et moi, je me dis, bon, je me suis profondément ennuyé et j'étais profondément mauvais chez Deloitte 9 mois, mais pour visiter la Chine, je suis prêt à refaire l'effort et à être mauvais 2 ans de plus. Aucun problème. Et je pars en Chine. Et effectivement, à la fin de mon projet en Chine, j'ai demandé si Alcatel avait un poste pour moi. Et ils m'ont dit, oui, nous avons un poste potentiellement pour vous, mais au Nigeria. Voilà, c'est-à-dire que personne ne voulait y aller.
Et voilà, c'est si vraiment, en désespoir de cause, j'étais prêt à bouger là-bas, ils étaient prêts à me garder. Bon, c'était leur première de me faire sortir. Ouais, c'est ça. T'étais leur premier choix, quoi. Ouais, ah ouais, complètement. Ah ouais, au top. Donc voilà. Et voilà. Et par contre, alors c'est assez intéressant parce que j'ai renoué contact d'ailleurs avec mon chef de l'époque, il y a pas très longtemps, ouais, et qui m'a dit, écoute, en fait, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez gardé ? Et il m'a dit, écoute, c'est vrai que t'étais quand même vraiment mauvais en termes de contrôle de gestion, mais t'apportais un liant dans les équipes et une joie de vivre qui n'existait pas. C'est-à-dire que j'avais des bons techniciens, j'avais de bons ingénieurs, mais aucun ne se parlait et aucun en fait ne collaborait. Et toi, tu es venu amener une énergie dans l'équipe où finalement ça compensait largement le fait que quand tu nous rendais des tableaux Excel, ils étaient moyens, et puis en termes de contrôle, c'était très limité. Et voilà. Et ça alors c'était, je vous parle de ça, on s'est reparlé il y a 6 mois, donc c'est très récent. Et moi à l'époque, j'avais pas du tout conscience de ça. J'avais l'impression que j'étais un petit branleur qui était un bout en train, qui faisait marrer la galerie, et un petit con qui finalement faisait des choses qui étaient pas très efficaces. Et j'ai compris qu'effectivement j'amenais des choses qui créaient de la valeur. C'était pas prévu dans les compétences, c'était pas prévu dans le poste, mais ça crée de la valeur. Voilà, ça c'est l'expérience à Shanghai. Shanghai, j'en profite pour voyager. Donc je vais aux Philippines, je vais en Thaïlande, j'essaie de voir un maximum de pays autour. Là aussi pour m'imprégner de la culture. Et puis nous rentrons en France. Et en fait à l'époque, ma femme m'avait dit, écoute, je te suis en Chine si tu me suis à Londres après. Elle avait adoré Londres. Moi, j'avais pas trop aimé. Et donc j'accepte de la suivre. Donc on rentre en France et immédiatement après, on part à Londres et je cherche du travail à Londres. Et cette envie d'entreprendre, c'était déjà profondément ancré en moi. Il y avait 2 choses qui m'intéressaient. Il y avait le monde du conseil en stratégie, parce que intellectuellement, je trouvais ça intéressant. Et puis, il y avait une entreprise que j'avais découverte, que je trouvais intéressante, parce qu'en fait, elle créait des intrapreneurs, qui s'appelait Altran, à l'époque. Altran, c'est une société en fait qui prenait de jeunes commerciaux ou des gens qui avaient envie justement à un moment donné de monter leur propre business unit et qui leur proposait à la fois de recruter leur équipe d'ingénieurs et de développer leur propre business. Et il se trouve que j'avais étudié le développement et le business model d'Altran à l'école. Et j'avais trouvé ce modèle absolument passionnant. Et je m'étais dit, un jour, je veux faire ça. Je veux être un intrapreneur dans une entreprise qui me fait confiance, qui me confie les clés et sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer sur la marque, apprendre avec des mentors et développer par contre ma propre activité. Et quand je pars à Londres, je cherche du travail chez Altran et je découvre une société concurrente qui s'appelle Alten. Et puis, je suis convaincu que Altran, qui a 15 marques, a une 16e marque qui s'appelle Alten. Et donc, je postule chez Alten en disant, écoutez, j'adore Altran, c'est super, c'est une super boîte, je l'adore, vous êtes géniaux. Et je vais en entretien chez Alten, qui cherchait absolument à recruter des gens qui venaient d'Altran, en étant absolument convaincu qu'Alten est une des filiales du groupe concurrent. Quelle idée en même temps de s'appeler Alten quand ce concurrent s'appelle Altran, vous me direz. Voilà. Et je fais tellement une bonne impression que je suis pris, mais pas à Londres. On m'explique que le métier est trop compliqué à faire dans un pays étranger. Comme je ne connais pas l'ingénierie, comme je ne parle pas très bien anglais, même si j'ai quand même déjà passé 2 ans dans un pays étranger, et comme je ne connais pas la culture, le mieux c'est que je démarre en France. Et ma femme tombe enceinte à ce moment-là, et donc elle aussi elle a envie de se rapprocher de sa famille, donc on rentre en France en 2004 et je démarre chez Alten en 2004. Tu trouves quoi comme entreprise c'est quoi l'image au début que tu en as? Je te pose cette question parce que aujourd'hui il y a beaucoup de fantasmes et de choses qui se disent qui sont pas forcément très positives sur Altran, sur Alten. À tort ou à raison, moi je les connais pas ces entreprises-là. Mais tu vois l'image collective qu'on en a est parfois un peu celle de l'entreprise où chaque individu est plus noyé dans la masse que un vrai entrepreneur qui a de l'autonomie, qui est responsabilisé. Là, c'est pas tout à fait ce que tu as l'air d'en dire. Tu trouves quoi, toi, comme entreprise? Alors, c'est intéressant parce que moi, je ne viens pas du monde de l'ingénieur. Donc, la vision de ces entreprises-là dégradées, c'est une vision d'ingénieur.
Il y a finalement assez peu de gens qui viennent du monde des écoles de commerce qui travaillent dans ces sociétés. Et moi, j'arrive dans un univers dont je n'ai aucune idée en réalité. De la même manière que j'ai un regard absolument naïf sur le monde de l'entreprise et que j'arrive avec aucune posture, aucun a priori, avec une très grande naïveté dans cet univers-là, moi, j'en ai une vision de base très positive. J'ai toujours été quelqu'un d'optimiste et de positif, et donc je vois ça comme une chance extraordinaire. À aucun moment, je me dis « Ah, cette société n'est pas faite pour toi ». Je rencontre des gens en entretien que je trouve intéressants, qui me donnent envie, qui me challenge. Et puis j'ai cette vision de la liberté où je vais avoir ma voiture, je vais avoir mon téléphone, je vais appeler les gens je vais prendre des rendez-vous, je vais avoir cette liberté d'action très forte. Et donc je m'en fais une image extrêmement positive. Voilà. Et là aussi, j'ai de la chance en fait au moment où j'arrive dans cet univers parce que au moment où j'arrive, en fait, j'arrive pas chez Alten. J'arrive dans une filiale d'Alten qui s'appelle Gist. Et cette filiale d'Alten va très mal. Elle a 250 salariés, dont 50 consultants qui sont en intercontrat, c'est-à-dire qui ne sont pas en projet, donc qui coûtent de l'argent à l'entreprise et qui n'en rapportent pas. Et la direction vient de changer. Il se trouve que je me retrouve en fait avec une hiérarchie, que ce soit mon N+1, qui est une personne de mon âge, qui deviendra plus tard mon associé, que ce soit mon N+2, qui a un talent remarquable, ou que ce soit le directeur de l'entreprise, tous viennent avec une envie de transformation et un talent extraordinaire. Et la deuxième chose extraordinaire, c'est que quand le nouveau directeur arrive, il dit voilà, place aux jeunes. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit voilà, il y a eu des carcans, il y a eu des clients qui ont été conservés par certains managers commerciaux, par certains intrapreneurs, et finalement cette société en fait a perdu des parts de marché à force que trop de personnes protègent finalement leur précaré. Et quand on arrive, ce nouveau dirigeant dit écoutez, place aux jeunes. Donc les jeunes, vous savez quoi ? Vous avez le droit d'aller où vous voulez, d'aller voir les métiers que vous voulez et de démarrer ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Et donc moi qui ne connais absolument rien au monde de l'ingénieur, ça m'ouvre finalement des perspectives qui ne sont absolument pas limitées. Et ça entraîne le départ des gens qui créent des cloisonnements. Et donc ça crée un appel d'air extrêmement fort par rapport à notre activité. Voilà. Et ce que certains vivent comme quelque chose d'extrêmement violent, parce que la manière dont notre chef en parlait à l'époque, Olivier Granger il s'appelait, il dit écoutez les amis, aujourd'hui c'est open fire. Donc open fire dans le monde militaire, c'est pas très rassurant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros vous avez le droit d'ouvrir le tir à peu près où vous voulez et d'abattre à peu près qui vous voulez. Et dans la réalité, c'était de dire voilà, je crée une libre concurrence à l'intérieur même de l'entreprise parce que le concurrent il n'est pas dans l'entreprise, le concurrent il est à l'extérieur de l'entreprise. Donc si je crée une libre concurrence saine dans l'entreprise, je vais créer une émulation si je crée un état d'esprit qui est positif et si les gens s'entraident et s'entendent. Et en fait, cette émulation, donc cette coopétition à l'intérieur même de l'entreprise, va créer énormément de valeur. Et la société passe en 3 ans de 250 salariés, dont 50 intercontrats, à 1000 salariés. Donc vit en fait une croissance extrêmement forte. Et moi, j'ai la chance, d'une part, de faire partie de cette aventure-là, et d'autre part, de faire partie de l'équipe qui a les meilleurs résultats en fait dans le groupe et dans le projet. Voilà. Et donc, au bout de 3 ans, on décide en fait avec 2 associés, enfin avec deux personnes avec qui je travaille. Donc mon N+1 de l'époque qui s'appelle Arnaud Frey et quelqu'un qui travaille avec nous qui s'appelle Patrick Letowski, de partir. Alors les raisons pour lesquelles on part sont différentes pour chacun de nous 3. Il y a des conflits internes pour Arnaud. Il y a une envie d'entreprendre pour moi depuis longtemps. Il y a une envie de prendre sa revanche pour Patrick et là aussi de devenir entrepreneur parce qu'il vient d'une famille d'entrepreneurs. Et donc, on part pour monter Extia en 2007. À l'époque, j'ai 30 ans. Et on a quelque chose qui nous apparaît comme un frein au début, mais qui s'avère être une chance, qui est que Simon Azoulay, le fondateur d'Alten, nous propose que Alten monte au capital de l'entreprise et se joigne au projet. Et à l'époque, nous qui voulions notre indépendance, on s'est dit, mais c'est pas
Franchement, on n'a pas besoin d'eux, on est plus fort, on est les meilleurs, etc., etc. Et finalement, Simon, qui est quelqu'un de remarquable, nous convainc que ça fait du sens et se fait convaincre d'ailleurs avec l'aide de quelqu'un à qui je veux rendre hommage aussi, qui s'appelle Florent Ormeccia, de rentrer dans le projet d'Extia. Et donc, on a la chance finalement d'avoir Alten qui est au capital, qui nous aide, d'avoir Simon Azoulay qui nous sert de mentor. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une chance absolument remarquable quand vous créez une entreprise. Qui est un super entrepreneur. Voilà, qui est un super entrepreneur, qui a plein de bons conseils à nous donner, qui est absolument bienveillant, qui n'est absolument pas dans le micromanagement de l'entreprise, qui est vraiment là pour transmettre, qui a une relation de confiance extrêmement forte avec l'équipe et en particulier avec Arnaud. Et donc on a cette chance de pouvoir créer Extia dans les meilleures conditions possibles. Et on vit une expérience en termes de croissance et de résultats d'entreprise extrêmement fort, puisqu'on passe de 0 à 600 salariés en l'espace d'un peu plus de 6 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Extia, parce que nous on connaît bien Extia, mais en 2 mots, le projet que vous montez à l'époque. Oui, donc Extia, c'est une société de conseil en ingénierie, donc c'est un équivalent d'un Altran ou d'un Alten, enfin toute proportion gardée. Multi-secteur, donc on est sur les métiers des télécoms, on est sur les métiers de l'énergie, de l'industrie, enfin on est voilà, et multi-métiers. Et donc voilà, donc on vit une croissance très forte avec un modèle qui était très important pour nous, qu'on a appelé le d'abord qui, ensuite quoi. Ce d'abord qui, ensuite quoi, il est issu d'un livre écrit par Jim Collins qui s'appelle De la performance à l'excellence. Et dans ce livre, Jim Collins a fait une étude aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, je pense, où il essaye de voir s'il y a des points communs entre des sociétés qui ont surperformé leur marché pendant une longue période, pendant 10, 15, 20 ans. Existe-t-il des points communs entre des sociétés qui travaillent dans l'industrie pétrolière, dans le service, dans des domaines qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres? Et l'un des éléments qu'il retient, c'est il faut d'abord choisir les gens avec qui on a envie de travailler avant de se demander ce qu'ils vont faire. Ce qu'il appelle le d'abord qui, ensuite quoi. Il le dit en disant d'abord on choisit les gens qui rentrent dans le bus et après on décide et les gens même décident de l'endroit où ils vont s'asseoir. Et ça me marque profondément. Moi, je lis ce livre à l'époque, j'en parle à Arnaud et ça devient finalement, c'était déjà en fait dans notre manière de travailler, mais on comprend que dans notre manière de travailler, c'est-à-dire d'abord choisir les ingénieurs, les consultants ou les commerciaux avant de se demander ce qu'ils vont faire, c'est finalement quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est ce qui fait une des réussites de l'entreprise. Après, puisqu'on est là pour parler aussi des éléments difficiles, des tipping points de mon histoire, cette expérience-là, pour moi, c'est une des expériences les plus marquantes de ma vie, et notamment à travers ce succès très fort. Mais se vit quelque chose de compliqué qui est une relation en fait qui devient très vite conflictuelle avec mes 2 associés, puis plus tard avec mon associé. La relation avec Patrick Letowski s'arrête en 2011 de mémoire pour des raisons de divergence de point de vue et de valeurs. Et la relation continue avec Arnaud. Et si on est très complémentaire dans la manière de penser l'entreprise et dans la vision qu'on a de l'entreprise, et si on apporte une vraie complémentarité auprès des équipes, dans la réalité de notre management, c'est très conflictuel. Donc il y a énormément de tensions, on a des divergences de points de vue et des divergences de modes de fonctionnement qui sont très forts. Et comme d'une part c'est mon ancien N+1, parce qu'en fait c'est lui qui a été mon supérieur hiérarchique chez Alten, et comme d'autre part la relation de confiance avec Simon Azoulay et surtout à travers sa réussite à lui et donc sa relation avec lui, ils s'entendent eux très bien. Moi j'ai le sentiment d'être mis à l'écart en fait et de ne pas vivre l'entreprise comme étant mon entreprise. Et donc je souffre de ça. 2, je me sens non reconnu par rapport aux valeurs que j'amène dans l'entreprise qui sont très différentes de ce qu'on peut trouver quand on parle de management en général. Quand on parle de management, on parle d'organisation, on parle de process, on parle de la manière dont la hiérarchie va se structurer, on parle de profitabilité, etc. Mais on parle assez peu d'humain, on parle assez peu de pourquoi on fait les choses, on parle assez peu de quel est le sens, voilà, quel est le sens de ce qu'on fait. Et tous ces éléments-là sont absolument fondamentaux pour moi.
C'est-à-dire que c'est ce qui m'a animé en tant qu'entrepreneur et c'est ce que j'ai toujours voulu apporter et porter. Voilà. Voilà. La deuxième chose, c'est que moi, je fonctionne sur une relation de confiance. C'est un modèle qui fait partie de moi. C'est-à-dire que je suis incapable de faire du contrôle et du micromanagement. C'est ce qui m'a valu une carrière déplorable dans le monde de l'audit. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que je pars du principe que les gens aiment travailler, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont du talent, et donc que la question n'est pas de savoir s'ils sont bons ou mauvais, mais de savoir comment est-ce qu'on exploite au maximum leur talent et comment est-ce qu'on les met dans les meilleures conditions pour qu'ils exploitent leur plein potentiel. Mais à aucun moment je me pose la question de savoir s'ils ont envie de travailler sur le projet Extia parce que je suis absolument convaincu que le projet fait du sens et que donc ils vont adhérer à ce projet-là. Et à aucun moment je ne me dis qu'ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce projet. Ça n'est pas dans ma manière de fonctionner. Et là-dessus, on a des façons de fonctionner avec Arnaud qui sont différentes. Cette complémentarité, très certainement, fait le succès de l'entreprise. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une vision, de la créativité, de la confiance. Il faut aussi, à un moment donné, des process, de l'organisation, une capacité de gestion, etc. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'on est tous les deux convaincus que l'autre a moins de valeur que nous. C'est-à-dire que moi, je pense que la manière de fonctionner d'Arnaud a moins de valeur que la mienne. Et Arnaud est convaincu que ma façon de fonctionner, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui fait avancer une boîte. Et ces relations de conflit-là continuent et deviennent finalement tellement difficiles que je décide de quitter l'entreprise en 2014. Alors que ces deux façons de faire n'ont pas à s'opposer, en fait, ne s'opposent pas, sont plutôt complémentaires. C'est dans votre perception que ça se passe. Oui, absolument. Je pense qu'elles n'ont, non seulement elles n'ont pas à s'opposer, mais effectivement, c'est cette harmonie-là, c'est cette complémentarité-là qui crée la valeur à un moment donné dans le projet. Et tu parlais de respect tout à l'heure, Romain, mais au-delà du respect, c'est la capacité à admirer le talent des autres qui est difficile dans notre société. On a toujours la conviction que la façon dont on fonctionne, c'est la bonne. Et quand on ne comprend pas un mode de fonctionnement, on a l'impression que ce mode de fonctionnement, il est faux, que c'est pas la bonne façon de faire, que c'est pas la bonne façon de penser, que la vérité est ailleurs. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je pense que il faut absolument admirer le talent des autres. Il faut essayer de reconnaître le talent des autres. Et il faut se dire que c'est une chance extraordinaire de l'avoir, ce talent, parce que c'est celui qui nous permet, nous, d'être nous-mêmes. Voilà. Je n'ai pas besoin, si j'ai un associé qui fonctionne différemment de moi et qui apporte des qualités complémentaires, je n'ai pas besoin, moi, de me travestir ou de me forcer, à un moment donné, à être ce que je ne suis pas, et donc à être en souffrance, pour permettre à l'entreprise de fonctionner. Et ça, c'est une chance extraordinaire dans un projet. Voilà. Et quand vous êtes deux, c'est déjà extraordinaire, mais quand à un moment donné, vous êtes 3, 4, 5, quand vous êtes un groupe, c'est la puissance de la complémentarité des talents qui fait la force du groupe. Et réussir à reconnaître des talents différents, c'est une première chose, et réussir à reconnaître que l'ensemble fait, en fait, la somme du tout fait bien plus que la somme des individualités, c'est extraordinaire. Nico, Extia, c'est une très belle réussite. Vous êtes passé par plein de phases et t'as porté l'entreprise jusqu'à un niveau qui est assez remarquable. Je pense qu'il y a assez peu d'entrepreneurs qui font ce que vous avez fait tous les trois puis tous les deux. Qu'est-ce que toi tu en retires? Alors même si la fin se passe de la manière dont ça se passe, tu vois, est-ce que tu as des conseils pour d'autres entrepreneurs, futurs entrepreneurs, tu vois, et quels sont un peu les leçons, les conseils, les apprentissages plutôt que toi tu vas retirer de cette expérience que tu nommes comme une des plus marquantes pour toi? Alors la première chose qui me concerne moi, qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais je me suis toujours associé pour les raisons que je viens d'évoquer. Et même s'il y a eu des tensions, moi je suis très heureux de m'être associé parce que ça enrichit, s'associer enrichit l'individu.
C'est difficile de partager ses doutes, c'est difficile de partager ses envies, ses désirs avec des employés, parce qu'on sait jamais, enfin on n'est jamais sur le même rapport au projet. Donc quand on s'associe, on peut s'engueuler, on peut rêver ensemble, on peut se disputer, on peut débattre. En tout cas, on va parler d'un projet qui est commun. Pour moi, un projet d'entreprise, quand on s'associe, c'est comme un mariage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide d'être ensemble et on décide d'essayer ensemble d'aller le plus loin possible et de faire le maximum ensemble. Et donc ça c'est une première leçon, c'est-à-dire que malgré les difficultés, Arnaud et moi, on a travaillé 10 ans ensemble. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont travaillé ensemble 10 ans dans leur vie. Et malgré les tensions, je pense qu'on a toujours essayé de continuer à travailler ensemble. Et lui, il me l'a souvent dit, il m'a souvent dit que je le heurtais. Moi, je lui ai souvent dit que je le heurtais dans ma manière d'être et dans mon mode de fonctionnement et dans mon système de pensée. Et pour autant, on a toujours essayé d'avancer ensemble. Et je vais reprendre ces mots. Il disait quand c'est pénible parce que on est souvent en tension pour trouver un point commun, mais par contre, quand on le trouve et quand on le mène ensemble, c'est magique. Voilà. Donc la première leçon, c'est moi, j'ai toujours aimé, en tout cas à titre personnel, monter des projets avec d'autres parce que je pense que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. La deuxième leçon, c'est que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Moi, je suis parti et le projet Extia, il fonctionne très bien encore aujourd'hui. La société fait plus de 2000 salariés. À l'époque, quand je suis parti, je pense que j'avais un fort désir de revanche. Je me disais, non, et sans moi, ils ne sauront pas continuer à exister. La réalité, c'est que l'entreprise va très bien aujourd'hui. Elle fait partie des leaders de son marché. Et les valeurs que j'ai pu y apporter sont encore là. Elles sont encore présentes. Et peut-être qu'avec moi, l'entreprise serait devenue différente, mais elle marche très bien sans ça. Et à une époque, je pense que ça me faisait souffrir. Aujourd'hui, en fait, j'en suis heureux et je suis heureux de pouvoir dire que j'ai contribué à la naissance d'un projet qui aujourd'hui va très bien et fonctionne très bien. Voilà. Mais quand je suis parti, je ne voulais pas quitter l'entreprise. Je voulais me séparer de mon associé. Mais j'ai envie, si je reviens sur l'exemple du couple, je voulais divorcer, mais je voulais garder les enfants. Et donc, me séparer de quelque chose qui était un peu mon bébé, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, je suis en réalité très heureux. Alors, j'ai commencé à revoir des gens de l'entreprise, mais pendant très longtemps, je ne les ai pas revus. Parce que pour moi, c'était pénible, c'était difficile, le deuil n'était pas fait. Et la deuxième raison pour laquelle le deuil n'était pas fait, c'est que je pense aujourd'hui, je suis parti ensuite aux États-Unis, j'en ai pas encore parlé, j'y reviendrai, mais je suis parti à San Francisco remonter une start-up, non pas dans le service, mais dans le software et l'intelligence artificielle. Et je pense que je me suis mis un projet extrêmement ambitieux pour essayer de prouver aux autres que j'avais de la valeur. Et ce projet a foiré dans les grandes largeurs. Et je pense que ce projet a foiré. L'une des raisons, c'est que finalement, j'ai tout fait pour qu'il échoue, d'une part parce que c'était trop ambitieux, et en fait, je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Donc la deuxième leçon, c'est que on peut vivre des succès qui sont vécus comme des échecs. Moi, le départ d'Extia, en réalité, moi, j'ai mis très longtemps à penser que Extia était une réussite pour moi. Moi, dans ma tête, je suis parti en me disant Extia n'était pas mon entreprise. C'était l'entreprise d'Arnaud Fray. Je suis parti en disant, en fait, je vais leur montrer que j'ai pas besoin d'Arnaud Fray pour exister. Donc, je suis parti avec beaucoup de sentiments de revanche et de colère. Et je crois aujourd'hui que ça fait partie du cheminement. En fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la courbe de deuil. On y reviendra éventuellement. Mais quand vous faites le deuil d'un projet, vous êtes obligé de passer par un certain nombre d'étapes. Et ce cheminement du deuil du projet que vous avez réussi ou que d'autres voient comme une grande réussite, mais que vous voyez comme quelque chose qui n'a pas été abouti, à un moment donné, vous êtes obligé de faire ce cheminement et de passer par des étapes qui sont la colère, la dépression, le doute, une tristesse profonde avant de trouver du sens dans tout ce que vous avez fait et de reconstruire quelque chose d'après. Voilà. Donc, ce qui est très drôle, c'est que moi, je suis parti avec... j'ai cédé mes parts à mon associé, donc je suis parti avec pas mal d'argent. Donc, ça m'a permis de partir à San Francisco, ça m'a permis d'avoir une certaine liberté, ça m'a permis de redémarrer un projet. Mais dans ma tête et dans ce que j'étais, physiquement, j'étais plutôt atteint. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de sortir d'un échec et non pas d'un succès. Et je pense que, en fait, n'importe quel
n'importe quel échec n'est pas un échec, c'est une expérience. C'est une expérience qui nous permet de nous construire en tant qu'individu. Voilà. Ça, c'est la deuxième leçon la deuxième leçon de quelque chose comme Extia. La troisième leçon, c'est que je suis convaincu aujourd'hui que quand à un moment donné, vous êtes complètement désaligné par rapport à un projet, qu'à un moment donné, vous êtes dans des situations de désaccord complet et qu'à un moment donné, ça commence à vous détruire en tant que personne, il faut arrêter. C'est très compliqué dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui de faire la distinction entre ce qui semble bien pour l'extérieur et ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Voilà. Moi, j'étais un entrepreneur successful au regard des autres. Pourquoi partir ? Pourquoi partir ? 600 salariés, des revenus très, très satisfaisants, une reconnaissance sociale forte, une belle marque, une belle histoire, des gens qui étaient heureux dans l'entreprise. Par rapport au regard extérieur, j'avais aucune raison de partir. Mais j'étais très malheureux. C'est-à-dire que je me sentais en profond désalignement par rapport à mes valeurs et je n'avais plus l'impression de pouvoir me réaliser dans ce projet. Et donc, c'est très difficile à un moment donné d'accepter de prendre une décision qui, au regard des autres, est une décision absurde, mais qui, au regard de ce qui est juste pour soi, fait du sens. Et c'est vrai pour une entreprise, mais c'est vrai pour n'importe quel métier. On peut travailler parfois pour une entreprise qui est reconnue à l'extérieur, mais en fait, ou dans lequel on a une hiérarchie qui est absolument horrible, ou dans lequel on fait des choses qui n'ont pas de sens, où on se détruit la santé, on se détruit le moral. Et c'est difficile de dire j'arrête. J'arrête peut-être pour aller gagner moins d'argent, peut-être pour faire quelque chose qui, au regard des autres, est moins valorisant, mais qui, moi, me rend profondément heureux. Et moi, j'ai osé faire ce travail et je pense que ça m'a coûté à l'époque, mais je pense que ça m'a reconstruit et ça m'a rendu beaucoup plus fort et beaucoup plus heureux et beaucoup plus posé aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus en alignement avec mes valeurs. Il y a des gens qui t'aident ou des choses qui t'aident justement à accepter ce désalignement et à prendre la décision. Donc c'est vraiment un cheminement interne et c'est toi avec toi-même. Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu te fais aussi conseiller, accompagner pour avoir le courage en fait de passer ce pas qui est vraiment compliqué? Oui, moi j'ai jamais eu de problème à partager mes doutes et mes difficultés et à me faire entourer. Donc le partager avec ma femme, le partager avec mes parents, mais le partager aussi avec... je me suis fait accompagner par un coach. À l'époque, non, j'ai pas été suivi par un psy, mais par contre, j'avais 2 coachs même. Un coach qui m'accompagnait sur les enjeux stratégiques, c'est-à-dire globalement, c'est quoi la suite, et puis un coach qui m'accompagnait sur c'est quoi le sens de tout ça et comment finalement je fais cette courbe de deuil. Voilà. Mais oui, je me suis fait accompagner. Je suis sorti énormément aussi à l'extérieur. Je suis rentré dans un réseau qui s'appelle l'APM à l'époque pour aller me nourrir à l'extérieur d'autres dirigeants, aller chercher de l'énergie à l'extérieur que je ne trouvais plus en interne dans l'entreprise et que je ne trouvais plus en moi. Donc oui, je suis beaucoup allé me nourrir à l'extérieur. Et là, tu pars aux US en quelle année ? 2015. 2015. Ouais. Tu peux nous en parler un peu là de cette expérience ? Ouais. Donc, je pars avec quelqu'un qui avait été un des premiers salariés d'Extia, qui s'appelle Édouard Murat, à qui je rends hommage là aussi aujourd'hui, que je connaissais par ailleurs, qui est toujours un des meilleurs amis de mon beau-frère. Et à l'époque, il est un des premiers salariés d'Extia. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, que je fais rentrer dans l'entreprise, qui est en pleine réussite. Et à l'époque, il quitte une première fois Extia et en fait, je le fais revenir au sein d'Extia à un moment donné où j'ai besoin d'aide pour faire entendre ma vision du leadership et ma vision de l'entreprise auprès d'Arnaud Frey. Et je me dis que lui peut m'aider. Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu peux revenir, travailler avec moi et je pense qu'à 2, on sera plus fort. Et puis, ça ne fonctionne pas. C'est même pire que mieux parce que finalement, Édouard rentre en conflit avec Arnaud. Et on décide ensemble, je convainc Édouard, parce que je ne veux pas partir tout seul, de partir, de quitter Extia et de monter une nouvelle structure. Et je lui dis, et je le convainc que ce serait sympa de le faire à l'étranger. À l'époque, je pars 10 jours en fait à San Francisco parce que l'innovation est quelque chose qui me passionne déjà. Et en fait, une des idées que j'ai en tête, c'est que je me dis, il faut qu'Extia devienne un acteur de l'innovation en France. C'était une de mes visions. Je me dis, il faut qu'on arrête d'être juste un prestataire, c'est-à-dire de mettre à disposition des ingénieurs. Il faut qu'à un moment donné, on voit tellement de projets différents dans différents secteurs. Je suis sûr qu'on peut créer de la sérendipité
entre différents acteurs qui travaillent dans des univers différents. Et donc, on doit mélanger des équipes entre des consultants d'Extia et des salariés, des employés d'autres entreprises et monter des projets innovants. Et je me dis, si on veut devenir un acteur leader de l'innovation en France, pour des questions de communication, il faut qu'on aille voir ce qui se fait à San Francisco, parce que si on ne sait pas ce qui s'y fait, on passera un peu pour des peintres. Donc je prends mon bâton de pèlerin et je pars 10 jours en février 2014 à San Francisco pour découvrir la ville. Et ce que j'y trouve me plaît énormément. Enfin, je suis profondément séduit par ce que j'y vois. Une dynamique entrepreneuriale de dingue, des gens qui travaillent partout, des créations de réseaux, enfin le fait de rencontrer des gens qui est extrêmement facilité, enfin qui est voilà, une ville avec une qualité de vie exceptionnelle, au bord de la mer, du soleil. Je me dis, je veux venir vivre ici. Et 2, je me dis, en fait, j'ai peut-être là la solution à mes conflits avec mon associé. Je vais venir monter Extia à San Francisco. Comme ça, on va moins s'engueuler parce que je serai à l'autre bout du monde. Et puis, on va planter un drapeau à San Francisco. Donc, on pourra dire qu'on est l'une des premières sociétés de conseil en ingénierie qui a un pôle innovation dans la Silicon Valley. Donc, je reviens avec ce projet en 2014 auprès de mon associé. Et à l'époque, il me dit, écoute, tu vas dépenser là-bas tout ce que je vais gagner ici. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et à l'époque, on avait déjà des conflits d'argent assez forts. C'est-à-dire que on gagnait très bien notre vie. La société avait en fait un trésor de guerre très important. On avait des marges qui étaient très importantes et une rentabilité qui était très belle. Et moi, j'avais toujours envie... Enfin, pour moi, l'argent, c'est une énergie. D'accord ? Donc, ça sert à faire quelque chose. Et on avait un rapport à l'argent avec mon associé qui était radicalement différent. Pour lui, son rapport à l'argent, c'était pourquoi je payerais 1 euro si je peux payer 0,90 centimes d'euros, quelque chose. Et finalement, il faut mettre de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Donc, moi, j'avais une frustration terrible par rapport à ça. Et en fait, voilà, on avait cette divergence de point de vue par rapport à par rapport à cet argent. Et donc, c'est ce qui déclenche en fait la bascule chez moi. Et je dis, bah écoute, dans ce cas-là, je m'en vais. J'arrête. Je te vends mes parts et je vais, moi, de toute façon, partir vivre là-bas. En partant, tu avais l'intime conviction que ça pouvait fonctionner ou c'était un peu le bébé de la dernière chance? De rester chez Extia, de créer la filiale San Francisco. Créer la filiale SF. Je me suis pas longtemps posé la question. Pour moi, c'était une option qui faisait énormément de sens pour la boîte. Je me suis pas mis plus de pression que ça. J'avais pas la volonté de le convaincre absolument de le faire. Voilà. Pour moi, c'était évident que ça avait beaucoup de valeur. Une démarche, c'était dans ta vision, dans la perspective que tu donnais à l'entreprise. Exactement. C'était pas un échappatoire, c'était pas un test. Non, je crois pas, non. Okay. Non. Je pense sincèrement et je suis absolument convaincu que si on avait fait ça, ça aurait donné une dimension absolument incroyable à l'entreprise. Clairement. Comment on l'aurait fait effectivement, est-ce que ça aurait coûté beaucoup d'argent, etc. Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui, mais je suis intimement convaincu que ça aurait changé la donne. Voilà. J'avais été inspiré à l'époque par une société qui s'appelle Faber Novel, fondée par un ancien de SCP, Stéphane Distinguin, qui avait fait ça. En fait, qui avait planté un drapeau là-bas, il avait acheté des bureaux, et en fait, il avait créé juste un espace de coworking dans lequel il y avait des startups qui vivaient. Mais simplement avoir mis un pied là-bas avait fait de Faber Novel une société différente des autres, et puis avait permis de créer en fait finalement toute une dynamique, y compris d'ailleurs de monter des Learning Expeditions avec, à un moment donné, des dirigeants de grands groupes qui sont venus découvrir la Silicon Valley par Faber Novel. Donc je pense qu'on aurait pu faire des choses tout à fait intéressantes et fortement créatrices de valeur pour le groupe, pour la société. Mais à l'époque, je suis déjà sur le départ. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu la proposition de la dernière chance, mais dans ma tête, je vais à San Francisco avec ou sans Extia. Donc, lui ne veut pas, donc je vends mes parts et je pars avec Édouard Murat et on s'installe à San Francisco en 2015. Et on crée une société qui s'appelle B-Sharp. Elle démarre en fait entre juin 2014 et juin 2015 à Paris. On monte l'équipe de développeurs à Paris. Et le projet, en fait, très vite pivote, évolue, puisque au départ, moi, ma vision, c'est de dire, je vais faire un mentor. Je constate une chose, c'est que je me dis, en fait, toute ma vie, j'ai eu de la chance, mais ma chance, elle a été créée par des rencontres que j'ai faites,
qui était arrivé par hasard. Et donc, je me dis, il faut absolument qu'on aide les gens à être accompagnés très tôt dans leur vie pour mieux se connaître, mieux savoir à la fois qui ils sont et ce qu'ils ont envie de devenir, et à partir du moment où ils savent qui ils sont et ce qu'ils ont envie de devenir, leur permettre d'accélérer ce processus. Donc, je me dis, il faut qu'on crée un mentor virtuel avec des tests de connaissance de soi et de conscience de soi, avec de l'information sur, là aussi, le développement personnel et puis les éléments qui existent, de la formation sur comment est-ce qu'on peut continuer en fait en formation continue à exister, des mentors réels, c'est-à-dire des gens par rapport à ce que j'ai envie de devenir, qui sont déjà dans mon environnement, et puis des postes en fait du recrutement, donc en fait des boîtes qui recrutent ce type de talent. Voilà. Et je me dis, ça va être un carton. Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. C'est une merde. Je vais lui expliquer la vie, etc. Et on part avec Edouard sur ce projet. Et quand on arrive là-bas, les mecs disent, vous êtes complètement cinglés, il y a trop de choses, vous allez vous planter. Un software, il faut très bien faire une seule chose. Donc, vous choisissez quoi là-dedans ? Et moi, je leur dis, attendez, vous avez rien compris, je vais vous expliquer la vie. Vous, petits San-Franciscains qui n'avez rien compris, en fait, la valeur du projet, c'est l'ensemble. C'est l'écosystème qui me disent, t'es bien gentil, mais tu commences par quoi ? Et je dis, je commence par tout. Et évidemment, très vite, on pivote et on dit, en fait, on va commencer par le recrutement parce que c'est ça qui gagne de l'argent. Le reste, ça en perd. Donc, on crée finalement un outil qui permet, qui se plug sur LinkedIn et qui permet de trouver grâce à l'intelligence artificielle, de trouver de lire en fait un post. Je crée une offre d'emploi, je la mets en ligne. Notre système lit le post et se plug à LinkedIn et sort sur LinkedIn les meilleurs profils qui répondent à l'offre d'emploi. Sur le papier, c'est absolument magique. Ça nous coûte une fortune. Je paye tout ça de ma poche parce qu'évidemment, on ne lève pas d'argent avec mon accent français catastrophique et mon anglais absolument naze. Et puis, je fais toutes les conneries qu'un mec qui vient du service fait quand il fait du software. Mais toutes. Alors, c'est quoi ? Je monte une équipe de 7 personnes avant de commencer par juste un CTO qui développe et quelqu'un qui a la vision. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit « Alors, votre idée, elle est bien, mais en fait, moi, c'est pas exactement ça mon besoin. Moi, c'est pas des ingénieurs dont j'ai besoin. C'est des techniciens pour déployer des panneaux solaires sur les entreprises avec des gros volumes. » À chaque fois, je dis « Excellente idée. Je vais appeler mes développeurs. Ils vont vous faire ça les doigts dans le pif. » Donc, forcément, mes développeurs, ils ont envie de m'assassiner. J'ai des équipes qui ont des divergences de points de vue sur la manière technique dont il faut faire. Comme moi, j'y connais rien, je demande aux uns, aux autres, et finalement, une fois je dis oui à l'un, une fois je dis oui à l'autre. Finalement, ils s'entretuent, ils démissionnent tous. Enfin voilà, bref, c'est la catastrophe. L'équipe est à Paris, moi je suis à San Francisco. Ils voient rien des clients que je rencontre à San Francisco. Je fais ça parce que c'est moins cher. On est en décalage horaire monstrueux, donc je me lève hyper tôt. Je finis hyper tard. J'engueule ma femme tous les jours parce que je suis tellement stressé et fatigué que j'estime que c'est sa faute. Je crois que je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai fait de bien sur ce projet. La vie là-bas te coûte un pognon monstrueux. Ouais. Voilà, je fais un trou. Une vitesse. Voilà, tout ce que j'ai gagné, je suis en train de le perdre à vitesse stratosphérique. Et en fait, tu es dans la courbe du deuil. Là. Pardon ? Et en fait, tu es dans la courbe du deuil. Et en fait, je suis dans la courbe du deuil. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de finir mon deuil. Nécessaire. Ouais. Absolument. Au lieu de finir le deuil avant de repartir, voilà, je suis parti en me disant, je vais prendre ma revanche et je vais montrer à tous que j'ai de la valeur. Bon, la bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas d'échec avec des expériences, c'est que je reste 3 ans à San Francisco. Mon anglais progresse quand même. Je découvre enfin celui de tes enfants aussi. Mon accent, c'est un super cadeau. Celui de mes enfants, évidemment, bien mieux que le mien. Je découvre une façon de travailler. Je découvre, je découvre une façon de lever des fonds, une façon de pitcher, une façon de penser une entreprise. Et finalement, je reviens en France avec cette richesse-là, où je me rends pas forcément compte tout de suite de la valeur. Mais très vite, en revenant dans l'écosystème de start-up en France, je m'aperçois que tout ce que j'ai appris, qui me semble aujourd'hui évident,
n'est absolument pas évident par rapport au système français. Voilà. La manière dont, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, pourquoi vous allez attendre 3 mois ? Vous pouvez le rencontrer l'après-midi ou le lendemain. Par contre, au lieu de lui consacrer 1h30, vous allez lui consacrer un quart d'heure. Et sur ce quart d'heure, vous allez faire en sorte de lui donner des conseils et de le mettre en lien avec d'autres personnes. Et même si à un moment donné, vous ne l'avez pas trouvé intéressant, lui va progresser, va faire son cheminement, et ça valait la peine de passer un quart d'heure avec la personne. Donc ça, c'est un exemple. La manière de voir les choses d'un point de vue positif. Ce qui, moi, était mon ADN, il se trouve que c'est l'ADN des Américains. Et c'est une réalité. Ils sont toujours positifs. Ils regardent toujours le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui a marché ? Quel est le talent ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui à conserver, etc., etc. Donc ça, je reviens moi en me disant, je vais ramener ça sur le sol français et je vais continuer de porter cette vision positive dans la manière dont j'accompagne les dirigeants, dans la manière dont je vais monter mon nouveau projet, etc. Le fait d'essayer. Voilà. Aux États-Unis, rater, c'est extraordinaire parce que le jour où j'ai décidé d'arrêter ce projet B-Sharp, le jour même, j'ai annoncé à un certain nombre de gens le fait que j'arrêtais. Les seuls qui m'ont plaint étaient les Français. Ils m'ont dit, mon pauvre, c'est terrible ce qui t'arrive. Les Américains ont dit, c'est super, écoute, okay, j'espère qu'on va faire d'autres choses ensemble, j'ai des idées pour toi. Et en fait, on m'a réembarqué tout de suite dans d'autres projets. À aucun moment, ces gens-là ne se sont demandé si j'avais de la valeur ou pas. Voilà. Ils se sont dit, non, c'est une histoire qui s'arrête, mais Nicolas Bourdin, il est toujours là. Son talent, ses valeurs, etc., elles sont toujours là. Et en fait, je vais peut-être plus en profiter aujourd'hui que je n'en profitais quand il avait son propre projet. Voilà. Donc toutes ces valeurs, c'est des choses que j'ai ramenées avec moi et que je porte encore aujourd'hui et dont j'essaye de faire profiter les gens qui travaillent avec moi. Voilà. À la fois les startups dans lesquelles j'ai investi, les créateurs d'entreprises que j'accompagne et puis même les gens avec qui je travaille dans mon nouveau projet. Génial. Le nouveau projet, du coup, comment est-ce 3 ans, que donc 2014, 2015, 2017, 2017. Tu reviens en 2018, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de retour en France ? Je pleure. Non, je plaisante. De vais retour en France, je vais à la banque. Je mange bien des produits français. De retour en France, alors déjà avec ma femme, on se dit on vit dans un cadre exceptionnel. Alors il se passe plusieurs choses, je reviens. En fait, j'arrête le projet assez tôt. Je l'arrête de mémoire fin 2016. Donc finalement, j'ai travaillé assez peu de temps sur ce projet B-Sharp. Quand j'arrête, là, je me dis faut arrêter B-Sharp, mais il faut arrêter les conneries aussi. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui fait du sens ? Qu'est-ce qui est fondamental ? Et je reviens à ce qui a fait ma jeunesse, c'est le rapport à moi-même, le fait d'être aligné avec mes valeurs, et 2, je m'aperçois que la dimension humaine est absolument fondamentale dans ce qui me constitue. Donc, je décide de suivre une formation de coaching, puisque finalement, je le fais déjà à travers l'accompagnement des gens, et comme finalement, c'est toujours les personnes qui m'ont intéressé, non pas les projets, ou plutôt la manière dont projet et personne en fait coexistaient. Voilà. Et je fais donc une formation de coaching pendant 1 an. Et en parallèle, j'en profite pour réfléchir à qu'est-ce qui finalement est vraiment important, qu'est-ce que j'aime faire, quel est mon talent, et je veux mettre mon talent au service de quoi. Ce qui arrive très vite, c'est je me dis que la planète et la nature, c'est des choses très importantes pour moi. Moi, j'ai grandi dans la nature. J'ai envie de laisser de la nature derrière mes enfants. San Francisco, c'est une ville extraordinaire. Enfin, autour, il y a une nature sauvage qui est exceptionnelle. Et donc, je sens que j'ai vraiment un lien profond avec cet environnement. Donc, je me dis, je veux faire quelque chose pour la planète. Voilà. Et après, je me dis, en fait, moi, j'ai adoré faire du service. J'ai adoré ça parce qu'en fait, quand vous faites du service, vous dites oui à tout. Finalement, votre métier, c'est d'aider votre client. Donc, c'est d'essayer de comprendre quels sont ses besoins, ses pain points, voilà, et puis d'essayer de trouver des solutions avec lui, de co-construire des solutions avec lui et de l'accompagner dans la solution. Et ça, moi, j'ai adoré ça. C'est ce que j'ai aimé quand je travaillais chez Extia. Alors que quand vous faites un software, vous devez avoir une vision, et cette vision, vous devez jamais vous en détourner. Donc, vous devez dire non à 99% des opportunités qui se présentent à vous. Et ça, j'ai été très en souffrance, moi, sur ça. D'abord parce que j'étais jamais sûr que ma vision était la bonne.
Et ensuite, parce que à chaque fois que je voyais une opportunité, je voulais la saisir, je voulais l'exploiter. Donc je me dis, 1, je veux faire du service, et 2, je veux le faire au service de la nature. Donc c'est comme ça qu'Ogaia naît. Et je me dis, je connais l'ingénierie, donc je vais revenir à l'ingénierie. Et donc je mûris le projet et je fais naître le projet un peu avant mon retour en France en 2018. Ça veut dire quoi, Ogaia? Alors Gaïa, c'est la Terre. Oui. Voilà. Ogaia, parce qu'à un moment donné, il faut trouver un nom. Et trouver un nom, c'est compliqué. Et puis, en fait, le O, pour moi, c'est la dimension circulaire. C'est cette dimension écosystémique qui est si importante pour moi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai lié les deux. Et dans ce projet-là, tu arrives à remettre la dimension, la multidimension de l'être humain qui t'a nourri depuis tout petit. Est-ce que vraiment, tu vois, quelle est ta vision pour les hommes et les femmes qui rejoignent ton projet? Alors, c'est une très bonne question. Quand j'ai créé Ogaia, ma vision moi, je venais pas du monde du développement durable. Je venais du monde du business, mais j'avais envie d'aller vers ça. Donc, très rapidement, je me suis rapproché. En fait, je me suis mis en contact avec une personne qui venait de cet univers et qui travaille dans cet univers, qui s'appelle Karine Ritan. Et je lui ai proposé, donc je la connaissais pas, hein, je l'ai contactée via LinkedIn et je lui ai proposé qu'on travaille ensemble et qu'on essaye de se rapprocher pour monter des projets communs, en lui expliquant que moi je connaissais rien au développement durable et que j'avais envie d'y aller. Et donc on a commencé à travailler ensemble avec Karine. Et puis quand je suis rentré en France, j'ai également rencontré quelqu'un qui s'appelle Gabriel Schiano, qui est devenu mon associé. Et on a commencé à penser ensemble ce projet avec une vision, là aussi, toujours écosystémique. Avec un principe qui était de dire, en fait, les entreprises, elles ont besoin d'avoir un interlocuteur unique qui va les aider à comprendre ce que c'est que l'écologie. Parce qu'en fait, l'écologie, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, il y a plein de sujets. Il y a l'économie circulaire, il y a la gestion des déchets, il y a la biodiversité, il y a l'efficacité énergétique, il y a le bilan carbone, il y a le dérèglement climatique. Pour les gens, tout ça, ce sont des mots, mais c'est derrière ce que ça signifie et quels sont les impacts, c'est extrêmement obscur. Donc il faut des gens qui aident à la compréhension et qui aident ensuite à l'accompagnement. Et en fait, comme tous ces sujets sont liés, si je veux réduire mon impact global, le mieux c'est que je fasse moins de déchets et puis c'est que globalement je sois plus sobre en énergie, par exemple. Donc il faut aborder ça de manière écosystémique selon moi. Et la deuxième chose, c'est qu'on a découvert avec Gabriel quand on s'est associé que en fait il y avait plein d'acteurs très spécialisés. Et donc il fallait créer un lien et tisser finalement du lien entre tous ces acteurs spécialisés et ces entreprises qui avaient besoin d'interlocuteurs uniques. Donc c'était le modèle d'Ogaia. Et ce qui est intéressant pour revenir sur les hommes et les femmes, c'est que finalement aujourd'hui, notre premier travail, ça a été d'abord de trouver les entreprises fournisseurs avec lesquels on avait envie de travailler. Donc toujours le d'abord qui, ensuite quoi. Quelles sont les personnes qui portent un projet entrepreneurial porteur de sens, avec des solutions qui nous semblent là aussi faire du sens pour la planète, qui sont efficaces et avec qui on aura une relation de confiance forte et avec lesquels on aura envie de travailler, de collaborer, de monter des choses communes. Voilà. Gabriel vient de quel univers ? Alors c'est un ancien d'Alten également. Donc on a 10 ans d'écart et en fait il a travaillé pour Alten 10 ans après moi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a finalement une grille de lecture dans la manière de travailler qui est la même. Et avant ça, lui a travaillé très longtemps dans le monde des réseaux et télécoms. Voilà. Mais lui aussi est attaché à des questions de la planète. C'est un trailer. C'est quelqu'un qui est végétarien aujourd'hui. Enfin, c'est quelqu'un qui a un rapport là aussi à la santé et qui pour lui fait le lien entre sa santé personnelle et la santé de la planète. Donc, on se retrouve en fait sur cette vision-là. Parce que moi, j'avais une question un peu plus globale qui me vient sur l'entrepreneur et par ta question, Romain, en posant une question pour Gabriel, mais de manière plus générale, tu accompagnes et tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs différents. Toi, tu le portes en ton sein, quasiment dans ton ADN depuis toujours. Est-ce que tu vois des qualités ou des choses à développer ou essentielles pour être un bon entrepreneur,
finalement, n'importe qui avec la volonté de devenir entrepreneur peut entreprendre. Et tu vois, tu nous as beaucoup parlé de cet optimisme. Je crois qu'un entrepreneur pessimiste, ça peut être un peu compliqué. En tout cas, il y a des caractéristiques comme ça assez profondes qu'on retrouve. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et est-ce qu'il y a des caractéristiques, ou en tout cas des choses que tu retrouves qui tissent ce lien entre les différents entrepreneurs que tu rencontres? Ouais, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne question. Je pense qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui ose. J'ai vu plein de gens qui avaient le talent pour entreprendre et qui n'ont jamais osé passer le pas. Pour beaucoup de gens qui n'osent pas passer le pas, ils voient l'entrepreneuriat comme le fait de se jeter à l'eau, sauter d'un tremplin extrêmement élevé, et voilà. Et donc ils ont une impression qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui pour moi est absolument faux. C'est-à-dire que ce n'est pas sauter d'un plongeoir, c'est sortir d'un périmètre qui est éclairé et aller vers un périmètre extérieur qui est dans le noir. Et c'est petit à petit, avec une lampe de poche, éclairer quelque chose qui ne l'était pas auparavant. Et si à un moment donné on est mal à l'aise ou si c'est compliqué, on peut toujours revenir vers des univers qu'on connaît, des univers qui sont déjà éclairés. Donc la première chose, c'est que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. Et quelqu'un qui ose, nécessairement, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Parce qu'en fait, il se dit ça. Il se dit qu'en fait, c'est pas grave d'échouer, que c'est pas réussir ou mourir. Donc ça demande une confiance en soi. Et moi, je pense que confiance en soi et optimisme, oui, ça va ensemble, bien sûr. Si j'ai confiance en moi, j'ai confiance naturellement en la vie extérieure, et donc je vais croire que les choses sont possibles, et donc je vais donner envie aux gens de me rejoindre et de rejoindre un projet. Si je suis pessimiste, même si j'ai une bonne idée, ça va être compliqué de suggérer à des gens que le projet que je porte est extraordinaire, qu'il va changer la donne, etc. Voilà. Donc oui, je pense qu'il faut certains talents pour devenir entrepreneur. Après, en fait, il ne faut pas certains talents. Je pense que ces talents dont on parle, ce sont des choses qui se construisent aussi et qui peuvent se construire sur la durée. On peut, à un moment donné, manquer de confiance en soi. On peut avoir peur de l'avenir, et donc c'est pas simple. Mais ça, ce sont des choses qui se travaillent. L'optimisme est quelque chose qui se travaille. Donc c'est quelque chose qui se travaille difficilement sur la durée, mais qui se travaille. Je cherche le nom de la personne qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais ça va me... Christophe André. Quoi ? Philippe Gabillet aussi. Alors Philippe Gabillet, il a dit la chance est une compétence qui se travaille. Et Christophe André a beaucoup travaillé sur la question de la construction de la confiance en soi et de l'optimisme. Voilà. Christophe André était quelqu'un de plutôt pessimiste. Et donc il a fait beaucoup d'essais, beaucoup d'expériences, et du coup a développé beaucoup d'outils qui permettent aux gens qui manquent de confiance en eux de construire cette confiance. Je me souviens plus de ta question, c'est quels sont les talents par rapport aux entrepreneurs, c'est ça ? Quels sont les points communs ? Exactement. Est-ce qu'il y a des caractéristiques que toi tu vois et qui les relient, ou est-ce que n'importe qui, et sans jugement dans le n'importe qui, je veux pas que ce soit mal interprété, mais est-ce que tout un chacun peut devenir entrepreneur ? Alors après, si les gens osent, à partir du moment où les personnes osent, je pense que beaucoup de gens peuvent devenir entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et je vais reprendre l'exemple d'Arnaud Frey. Je pense que si Arnaud Frey, mon associé de l'époque, n'avait pas été en conflit avec Alten, je pense qu'il n'aurait pas entrepris. Mais c'est un excellent entrepreneur. Mais son ADN familial ne le poussait pas à ce modèle-là. Je crois que beaucoup de gens sont capables de devenir entrepreneurs parce que ça demande de la résilience. C'est de la résilience, c'est du bon sens. C'est garder justement un certain niveau d'optimisme. Quand je dis un certain niveau d'optimisme, c'est-à-dire que si vous avez à un moment donné un caractère qui est trop changeant, vous perdez vos équipes. Les équipes ont peur de vous parce qu'elles ne savent plus sur quel pied danser avec vous. Si un jour vous êtes super sympa, vous leur tapez dans le dos puis que le lendemain vous les dézinguez, voilà, donc vous avez besoin d'une certaine constance dans votre caractère. Mais il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments magiques pour devenir entrepreneur. Je ne crois pas. Moi, je voulais simplement revenir sur un point qui est celui de la spiritualité. On a beaucoup parlé là du service. On sent qu'il y a quand même
une animation intellectuelle qui est très forte. Dans le business, on réfléchit beaucoup. Là, tu te réancres un peu plus dans ton corps, dans ton être. Moi, j'aimerais savoir, toi, selon toi, quelle est la place de la spiritualité, dans l'entreprise aujourd'hui? Déjà, quelle est la place de la spiritualité dans notre société, avant de parler de l'entreprise? Et puis, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? Alors, quand je parle de spiritualité, moi, je parle pas de religion, parce que pour moi, derrière la religion, il y a des règles. Pour moi, la spiritualité, c'est le fait de croire qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, là aussi, que nous en tant que personne, et que on forme un grand tout, et que notre vie a un sens. C'est-à-dire qu'on est sur Terre pour incarner quelque chose et pour réaliser quelque chose. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Par rapport à l'entreprise, je reviens, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure et que je viens de retrouver. Moi, je me suis toujours intéressé à la manière dont le dirigeant s'incarnait dans son entreprise. Pour moi, un bon dirigeant, c'est pas quelqu'un qui sait bien faire les choses. Je vais reprendre une citation que j'aime beaucoup d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est si tu veux construire un bateau, donne à tes hommes et tes femmes le désir de la mer grande et belle, ou large et belle. Je ne sais plus quelle était la citation. C'est-à-dire que la manière dont tu vas incarner ton rôle de leader, c'est pas d'expliquer comment tu fais les choses. C'est d'expliquer pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu as envie de créer, et pourquoi ce que tu as envie de créer fait du sens pour toi à titre individuel, fait du sens pour les gens avec lesquels tu travailles, et fait du sens pour un environnement plus global qui est ton territoire, ton pays, ta planète, l'univers, etc. etc. Voilà. Je crois que c'est absolument fondamental que le dirigeant se pose, que le leader de l'entreprise se pose ces questions-là. Pourquoi il est là? Pourquoi il a envie de créer ce projet? Et donc ça, c'est ça que j'appellerais la spiritualité au sein de l'entreprise. C'est quelle vibration vous voulez émettre, quelle énergie vous voulez mettre, et à quoi vous voulez servir ça. Et moi, j'accompagne beaucoup les dirigeants sur ça, en fait. Alors, je leur demande beaucoup de se questionner sur ça. Voilà. Pourquoi ils font les choses. Patrick Négaret, qu'on a reçu dans un épisode, nous disait le leader, il fédère sur le pourquoi, il libère sur le comment. Donc, on donne le sens ou montre le sens qui va être l'essence qu'on va mettre dans le moteur de l'entreprise. Ouais. Dans le moteur des gens. Ouais, je suis totalement lié. Oui, du coup, je crois que c'est le bon moment pour te poser notre question favorite, ta définition à toi du leader. Alors, le leader, pour moi, c'est celui qui montre l'étoile. C'est pas nécessairement celui qui est devant, mais c'est celui qui va dire, regardez, il y a une étoile, j'aimerais qu'on y aille ensemble. Pour moi, c'est ça le leader. Et après, le leader, il va être au milieu du groupe qui va aller vers cette étoile. Il n'a pas besoin d'être devant, il peut être derrière, il peut être au milieu. Il doit être en soutien. Et en tout cas, c'est celui qui la montre et c'est celui qui fait que les gens n'oublient jamais pourquoi ils sont en chemin vers cette étoile-là. On peut peut-être finir avec Ogaya. C'est quoi tes ambitions pour ce projet? C'est les ambitions d'Ogaya pour le monde? Très bonne question. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'Ogaya, donc, comme je disais, soit un acteur de la transition écologique globale dans le secteur des infrastructures. Et je veux qu'on soit capable d'accompagner nos partenaires depuis la stratégie, justement on en revient au pourquoi, jusqu'à la réalisation des projets. Et alors, la stratégie, parce qu'à un moment donné, il faut que ces entreprises se posent la question du sens. Quel est l'intérêt de devenir neutre en carbone en 2050, par exemple? Voilà, moi, mon ambition, c'est de devenir un leader français, européen, j'espère mondial, soyons fous, de la bascule vers la neutralité carbone en 2050 pour les entreprises. Et pour moi, ça commence par pourquoi ça fait du sens pour l'entreprise, d'un point de vue sociétal, écologique, économique. Pourquoi ça fait du sens pour ses salariés? Pourquoi ça fait du sens pour le territoire? Pourquoi ça fait du sens pour la planète? Et après, depuis la stratégie, c'est comment je déploie cette stratégie. Donc, moi, j'adore la techno. Donc, en fait, c'est comment je mets en place des outils de mesure de la donnée pour être capable de savoir où je suis en termes d'impact aujourd'hui,
quelle est ma feuille de route, comment je la guide, comment je la suis, en fait, cette feuille de route, et jusqu'où je veux aller. Et après, c'est prendre par la main les entreprises et les aider, avoir des solutions concrètes de mise en place, parce que les entreprises aujourd'hui sont complètement perdues sur les solutions. Voilà. Il y a encore une faible maturité sur les solutions existantes. Il y a plein de startups qui existent pour faire plein de choses différentes. Il y a plein de sujets, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, qui impactent la planète. Donc, c'est par quoi je commence. Qu'est-ce qui est important aussi pour moi en tant que leader de mon entreprise que j'ai envie de mettre en place avant les autres choses? Ça peut être de travailler sur la biodiversité, ça peut être de travailler sur les déchets, ça peut être de travailler sur l'énergie. Ce ne sont pas les mêmes sujets et tous sont respectables. Et c'est quelle solution j'amène et que je permets aux gens de déployer de façon concrète. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on reste que sur des promesses, je veux qu'on aille sur le terrain et qu'on fasse les choses avec nos clients. Voilà. Et la dernière chose, et ça va avec le « avec », moi j'adore co-construire. Et donc mon rêve, mon fantasme par rapport à Ogaya, c'est que je veux co-construire avec mes clients. Je veux pas faire pour eux, je veux pas juste leur dire qu'ils se débrouillent, je veux faire avec eux. Ça, je trouve ça passionnant. C'est le chemin que je trouve passionnant. Ouais, c'est top. C'est quoi les grandes difficultés des dirigeants que tu vois dans ceux que tu accompagnes? Ils sont confrontés à quoi aujourd'hui? C'est la multiplicité des compétences. On leur demande de savoir tout faire. Eux-mêmes, on considère qu'ils sont capables de tout faire. Capables de lever des fonds, capables de faire du commercial, capables de gérer des gens, capables de faire de la comptabilité, capables de gérer un conflit, de licencier quelqu'un. Enfin, on leur demande de savoir tout faire. Et on ne comprend pas que sur certaines parties, ça soit pas bien fait. Donc ça, pour moi, c'est la difficulté la plus grande, c'est qu'on leur demande d'être des super-héros, mais il n'y a pas de formation à l'entrepreneuriat, c'est pas vrai. Voilà, il y a peut-être quelques formations qui amènent à comment je crée un nouveau projet, mais pas sur le management, pas sur la manière dont je vais gérer les difficultés, ou je vais affronter les crises comme le Covid. Voilà, donc là, pour moi, la principale difficulté, c'est celle-là, et on n'accepte pas la faiblesse des dirigeants. On n'accepte pas le fait qu'ils disent mais non, mais en fait je sais pas, j'ai pas la réponse. Voilà, on leur demande de savoir. Et on leur demande à l'extérieur et à l'intérieur aussi, parce que moi j'ai ce sentiment que tout le monde tout le monde veut le droit à l'erreur, mais le dirigeant n'a surtout pas le droit à l'erreur. Le dirigeant n'a pas le droit d'apprendre. Le dirigeant doit tout savoir tout de suite en fait, et n'a pas le droit d'aller un peu moins bien. Enfin, il y a quand même une exigence particulière. Tu parlais de solitude un peu du dirigeant que toi, tu as essayé en t'associant toujours de rassurer, ou en tout cas d'avoir un appui chez quelqu'un avec toi. Mais je trouve que c'était pour moi, je pense, dans ma première expérience en tant que dirigeante ces 4 dernières années, ce que j'ai trouvé de plus violent à vivre, en fait. Oui, en interne, effectivement, on considère que parce que tu es la chef, tu dois savoir ce qui est juste. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a une confusion entre l'exemplarité du dirigeant et le fait de tout savoir. C'est qu'on associe beaucoup le fait de tout savoir à l'exemplarité, et tu peux être exemplaire et pas tout savoir, mais on va se tromper en disant en fait il sait pas qu'il sait pas tout, c'est qu'il est pas exemplaire. Tu vois ce que je veux dire, Nico? Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, pas quand je le vis, mais quand je le vois se passer. Je dis tiens, c'est marrant, la remarque qui est faite porte pas tant sur l'exemplarité, ce qui est spoté ou ce qui est montré du doigt par la personne, mais plutôt sur le savoir ou le savoir-faire qui n'est pas là. Et donc, il y a une phase d'apprentissage, donc potentiellement des erreurs, qui aujourd'hui, dans les structures que l'on peut connaître, sont assez peu valorisées. Et on va placer ça sous l'autorité de l'exemplarité en disant, bah voyez, il ou elle n'est pas exemplaire. Et moi, la grande interrogation, c'est comment est-ce qu'on arrive à bien dissocier ça, l'exemplarité, de ta capacité, en fait. En fait, on en revient... Alors, je suis d'accord. En fait, soit il y a une confusion, soit c'est une très bonne excuse. Dire, en fait, comme il n'est pas exemplaire... Je dis confusion parce que je pars avec un a priori positif. Oui, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire.
pour moi, il y a une question de responsabilité. C'est-à-dire que, alors je vais parler sur le modèle français qui est un peu différent aussi du modèle américain par exemple, mais dans le modèle français, on a une approche très jacobine, très top-down. C'est le chef qui sait, et c'est le chef qui décide, et c'est le chef qui oriente et qui assume finalement même le comment. Et donc à partir du moment où il assume le comment, il doit assumer aussi la responsabilité du fait que le comment n'a pas fonctionné. Et donc on croit trop souvent que quand on est chef, on doit aller jusqu'au comment. Et naturellement, les employés, les personnes des équipes vont attendre, et en plus c'est notre éducation française, où on a été éduqué dans nos systèmes pédagogiques très descendant, dans un modèle très descendant, où on a un sachant et des gens qui sont des élèves qui doivent apprendre parce qu'ils ne savent pas. Ingurgité. Voilà, donc on a un modèle où le leader est convaincu qu'il doit savoir auprès des autres, donc il va surtout cacher qu'il ne sait pas. Et on a des personnes en dessous qui sont en attente que le leader décide. Donc le travail d'un leader, c'est de renverser cette pyramide. C'est de dire, attendez, moi, je ne sais pas plus que vous ce qui est le mieux. Je sais même potentiellement moins que vous ce qui est le mieux parce que je ne suis pas sur le terrain à votre place. C'est celui qui fait qui sait. C'est celui qui est sur le terrain, qui est auprès des clients par exemple, qui sait de quoi a besoin le client. Donc si j'ai quelqu'un de mon équipe qui revient de chez le client et qui dit bon voilà la situation, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Mais moi j'ai envie de lui dire mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse en fait ? J'ai pas envie moi de décider à sa place de ce qu'on va faire. Et je vais entendre ce qu'il va me dire. 2, je vais accepter la solution qu'il propose. Et 2, je vais pas le blâmer si demain on fait l'expérience et que ça fonctionne pas. Et en fait à un moment donné, il va à la fois porter la liberté de pouvoir proposer des solutions et la responsabilité qui va avec. Mais du coup, il ne pourra pas demain me reprocher d'avoir pris la mauvaise décision puisqu'en fait, c'est sa décision. Voilà. Et je pense que c'est très important de renverser ces modèles-là. Et après, si c'est sa décision et qu'effectivement ça ne fonctionne pas, notre rôle de leader, c'est de dire mais c'est normal, souvent ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On a essayé un truc et on va en essayer un autre. Et c'est parfaitement OK, ça fait partie de la règle du jeu. Voilà. Donc notre rôle de leader n'est pas de décider à la place des gens. Notre rôle de leader est d'accepter que ces gens-là puissent se tromper, de les féliciter pour les expériences et pour les propositions qu'ils font, et pour l'engagement qu'ils prennent et la responsabilité qu'ils prennent. En 2013, moi, tu m'as fait un super cadeau. C'est le bouquin de Goetz, et tu viens d'en citer un bout, le bouquin Liberté et compagnie. Ça a été aussi pour moi un tipping point, la lecture de ce bouquin. Quand tu dis c'est celui qui fait, c'est celui qui sait, c'est un des grands, une des choses, une des philosophies que l'on retrouve parmi tous les grands leaders libérateurs qui sont étudiés dans le livre. J'ai pas grand chose à lire en ce moment. T'en as un à me conseiller? Tu as le livre de Jean-François Zobrist, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qu'il avait écrit il y a très longtemps, mais qui vient de sortir, qui vient d'être édité, qui s'appelle L'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux, qui je crois est sorti en 2020, qui est intéressant parce que du coup c'est l'expérience de la société Favi, en fait vécue par son dirigeant. Ça c'est un bouquin qui est très sympa. Il y a un livre qui est assez ancien, mais qui m'a beaucoup marqué, qui je pense est encore d'actualité. Ça a été écrit par un Indien qui s'appelle Vinette, mais je me souviens plus de son nom de famille, qui s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite. Ouais. Employees first, customers second. Très intéressant sur la manière dont justement ce dirigeant a renversé la hiérarchie, et finalement c'est à la fois mis au service de ses salariés et en même temps a beaucoup plus questionné ses salariés sur ce qu'il fallait faire dans l'entreprise plutôt que de leur expliquer ce qu'ils devaient faire. Ça, c'est 2 livres qui m'ont marqué. J'ai parlé de la performance à l'excellence tout à l'heure qui m'a profondément marqué également. Il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui est revenu à la surface il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le guerrier pacifique, qui est comment on appelle ça, un roman initiatique. Un roman initiatique sur quelqu'un qui finalement se découvre
Voilà, il y en a un autre en fait qui a été connu à une époque, qui revient également, dont j'entends encore parler, qui s'appelle La prophétie des Andes. Voilà, c'est 2 livres qui sont intéressants, qui sont des romans initiatiques. Il y a un livre que j'avais bien aimé qui s'appelait Les 7 plumes de l'aigle, donc sur la même démarche. Voilà. Voilà, je pense que ce sont des livres intéressants à lire pour mieux se découvrir soi-même et du coup permettre de libérer son plein potentiel. Je pense que c'est des livres intéressants à lire. On n'est pas dans la façon de faire du management, on est dans qui on est, pourquoi on est sur cette planète, c'est intéressant. J'en ai un pour toi qui est pas mal, que je suis en train de terminer, d'Olivier Frérot. Ça s'appelle Vers une civilisation de la vie, entreprendre et coopérer. Assez extraordinaire aussi. Je te l'enverrai celui-ci. Super. Ah si, j'en ai lu un. Alain Grandjean pour une monnaie écologique. Très intéressant. Associé de Jean-Marc Jancovici chez Carbone 4. D'accord. Allez, on notera tout ça. Super. C'est pas un bouquin, là. T'as une valise de bouquins. Mais parfait. On peut partir en vacances. On peut partir en Voilà. voyage. Super. Génial, Nico. Est-ce que t'as un dernier mot pour conclure ? Je vais finir avec ce que tu as dit au début. C'est, je crois que tout ce qu'on s'est dit là, finalement, le résumé de tout ça, c'est la notion d'amour dont tu as parlé au début. Je pense que si on s'aime soi-même, alors moi j'ai été élevé avec les paraboles de notre ami Jésus-Christ, puisque mon père a failli être prêtre. Et Jésus, il dit aime ton prochain comme toi-même. Et je pense que la manière dont il faut le lire, c'est aime ton prochain, mais aime-toi aussi toi-même. Je pense qu'on l'a trop compris comme aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, c'est-à-dire que comme tu t'aimes pas très bien, on n'aime pas beaucoup l'autre. Et je crois que finalement, la vie, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la manière dont on travaille, que ce soit la manière dont on vit, ça doit être une grande histoire d'amour. Voilà, donc je finirai là-dessus. Voilà, mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites et dans les liens que vous tissez, et je pense que tout se passera bien. C'est marrant que tu prennes ce mot, parce que j'avais pris le même. Moi, je te connais beaucoup moins bien que Romain. Et j'ai découvert, en fait, là, dans ce que tu nous as raconté, cette grande confiance en la vie, cette capacité et cette envie de dire oui à tout, la confiance a priori aussi dans les gens, dans les entreprises, tu vois, avec une vraie posture d'ouverture, d'abord intérieure, j'essaie de comprendre qui je suis, d'aligner tout ça, ensuite en voyageant à l'extérieur, ensuite en essayant plein de choses dans l'entrepreneuriat, et bâti sur cet amour que tu as reçu, mais je pense que tu donnes largement quand tu dis je suis celui qui tisse les liens et je suis peut-être pas très bon contrôleur, mais finalement j'apporte de l'amour dans cette organisation et donc je permets aux choses de se faire. Je trouve ça vraiment très très inspirant, et je te remercie et on te remercie pour tout ce que tu nous offres là aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, puis pour me permettre de m'exprimer longuement sur tout ça, chose que j'ai jamais faite, donc c'est super. T'es au top. Merci Nico. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.